Before the Montreal municipal election earlier this month, I was working on a video about housing. We interviewed Renaud Goyer, who's a professor at UQAM. He's researching housing policy. It was a super interesting interview, so we've decided to release the full thing on YouTube. We talked about social housing, lack of political will to implement measures to address the housing crisis, and also like what the municipal government can conceivably do in the context of the crisis. So enjoy. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Renaud Goyer, je suis professeur à l'École de travail social ici à l'UQAM, tout près. Je m'intéresse aux politiques de logement, aux politiques de la ville. Je suis membre du collectif de recherche et d'action sur l'habitat, le CRASH. On fait des recherches en compagnie des comités logement depuis une dizaine d'années sur ces questions-là, financiarisation du logement, politique municipale. Expérience aussi du logement, puis expérience de l'éviction, tribunal administratif, toutes ces logiques-là. Puis on essaie d'intervenir dans l'espace public là, autour des questions de logement. On a d'ailleurs organisé un débat, pas un débat, mais un panel de réflexion sur les élections la semaine dernière ici à l'UQAM. Mm. Et vous avez récemment écrit un texte qui est apparu dans The Conversation. Et ça parle de comment les partis municipaux sont prisonniers de la logique du marché. Et qu'est-ce que vous voulez dire par cela? C'est ça, c'est une réflexion qu'on a avec des collègues, surtout autour de... en fait, c'est que les principaux partis, ce qu'ils proposent, c'est construire plus. Construire plus, c'est le jeu des promoteurs, en fait. C'est la logique du marché qui devrait s'appliquer, c'est-à-dire que pour assurer le logement abordable ou pour résorber ou en tout cas s'attaquer à la crise, leur seule solution, c'est juste de construire davantage d'unités qui viendraient, puis selon eux, inonder le marché, donc réduire les barrières à la construction. Ça permettrait de construire davantage. Et puis, cette inondation de logements qui découlerait de cette politique-là ferait que se libérerait des logements abordables. Donc, c'est comme si on laisse au marché le soin d'organiser, dans le fond, la politique du logement en limitant les barrières puis en n'organisant pas qu'est-ce qu'on devrait construire. Sauf que ça, c'est une politique qu'on a adoptée depuis plusieurs années. Puis dans les 20 dernières années à Montréal, cette politique-là n'a pas fonctionné. Il y a eu des années de grand boom de construction, mais pourtant, pour les locataires, l'abordabilité n'est pas au rendez-vous. Il y a peu de logements disponibles puis ils sont très chers. Donc, inonder le marché, ça n'a pas fonctionné, en fait. Parce que cette idée là, du que ça fonctionnerait comme par ruissellement. Cela dit, ça, c'est des théories qui viennent de la CHL. Donc, c'est la CHL qui fait la promotion de ces théories-là avec ce qu'on appelle la question du filtrage. Ma collègue Hélène Bélanger puis mon collègue Yair Bowman, ils ont aussi travaillé là-dessus. Là. Ils ont sorti un rapport au mois de juin pour l'IRIS. Donc, ils discutent de cette logique-là puis comme quoi ça ne fonctionne pas, en fait. Ça, c'est d'un premier côté. Puis d'un autre côté, ceux qui veulent faire quelque chose, dans le fond, pour le logement abordable ou qui veulent intervenir, bien, ils interviennent un peu dans la même chose qui a été faite dans les 20 dernières années, c'est à travers le règlement pour une métropole mixte, c'est ce qu'on appelle le fameux 20-20-20. Mais ce qu'on ne dit pas dans le 20-20-20, c'est que dans le fond, le logement abordable, il est construit par les promoteurs privés, selon les logiques du marché, dans un premier temps. Donc, il faut que... faut que ça se fasse dans des projets qui soient profitables pour le marché. S'ils ne le font pas, ils payent une maigre compensation. Puis dans la majorité des cas, 97% des cas, c'est ce qu'ils font. Fait que donc, on se base sur le marché pour construire. Notre politique de 20-20-20 est sur le marché aussi pour construire des logements abordables. Mais la définition du logement abordable n'est pas du tout la même que pour le logement social. Le logement abordable, on définit le logement abordable en fonction des prix payés dans le marché, dans un secteur. Et donc, l'abordabilité, c'est en relation au marché. Alors que dans le logement social, communautaire ou coopératif, c'est d'autres logiques qui viennent jouer, qui ont plus attrait avec le profil des locataires ou leurs revenus, ou le fait que, dans le fond, on a démarchandisé en coop, on démarchandise le profit pour le réinvestir dans le collectif. C'est comme si les membres d'une coop avaient un rabais membre, mais c'est pas un vrai rabais membre, c'est que tout le monde paye moins cher parce que l'objectif de l'habitat n'est pas de faire du profit. Donc, c'est ça, le logement abordable, ça s'inscrit encore dans des logiques de marché et de profit. Et tout le monde est un peu comme dans cette logique-là quand même,
Même si, par exemple, Projet Montréal dit ah oui, nous, on veut réajuster notre politique de 2020, mais dans le fond, c'est un aveu d'échec. Là, quand ils disent on va aider les promoteurs à en faire davantage parce que cette politique-là était trop stricte, mais ils laissent encore au marché le soin de dicter c'est quoi les besoins en logement. Puis, c'est ça, les besoins en logement selon le marché, c'est le profit, c'est pas l'habitat. Donc, je nie pas que il y a eu des périodes historiques où il y a eu peut-être une correspondance entre le profit puis les besoins en habitat, mais là, présentement, on voit bien que c'est pas le cas. OK. D'accord, oui. Et vous dites dans votre texte que les élus municipaux ne prennent pas leurs responsabilités quant au logement. Comment pourraient-ils le faire? Bien, déjà, c'est ça. Ils laissent au marché. D'un côté, ils laissent le soin au marché de s'en occuper. Ils veulent un peu organiser, s'en mêler un petit peu, mais l'essentiel de l'effort est fait par le marché. Tu sais, dans le fond, ils veulent orienter, mais ils laissent ça au marché. Et quand ça a trait au logement social lui-même, ça, ils se déresponsabilisent puis ils laissent ça au niveau supérieur. C'est la responsabilité de Québec, c'est la responsabilité d'Ottawa. Moi, je pense qu'on a des exemples historiques où la Ville de Montréal a été maître d'œuvre de projets de logements sociaux. Il y a la Société d'habitation de Montréal qui possède 5000 véritables logements hors marché à Montréal. Là, donc, qui pourrait, à la limite, on pourrait financer cette société-là pour qu'elle achète davantage de logements puis que les prix soient justement pas des prix qui sont associés au marché. Et c'est la Ville qui pourrait le faire à travers cette société paramunicipale-là. Cette société-là a aussi beaucoup d'actifs sur lesquels elle pourrait se baser pour construire des nouvelles unités. Donc, au lieu de donner les terrains, par exemple, de Blue Bonnet ou le terrain du terminus ici, tout près de l'UQAM, l'ancien terminus d'autobus, puis les donner à des promoteurs privés, même si c'est des sans but lucratif comme l'utile, on n'a pas de garantie que ces prix-là vont rester en marché vont rester abordables pendant plusieurs années. Tout ce qu'on sait, c'est que la première année ou quand ils vont être loués, ils vont être abordables, mais on ne peut pas garantir l'abordabilité à long terme. Alors que la CHDM peut le faire. Elle l'a fait depuis qu'elle a été mise en place. Puis ça, c'est sans compter le fait que dans d'autres années, dans le fond, la Ville a construit du logement social en se mobilisant puis en allant chercher l'argent à Ottawa ou à Québec. Donc, au minimum, ils pourraient proposer des programmes de construction de logements sociaux, même s'ils n'ont pas les moyens, mais pour construire un espèce de rapport de force avec les niveaux de gouvernement supérieurs, puis les forcer à la limite à ne pas s'entendre dans une chicane de compétences dont la Ville pourrait bénéficier. Mais c'est comme si on ne veut pas rentrer dans cette logique-là. On prétend que le marché encore va régler les problèmes. Puis ça, c'est délaisser la responsabilité, dans le fond, à d'autres. Les acteurs politiques, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est sûr que peut-être que les unités, au départ, ne seront pas énormes, mais on va faire quelque chose. Puis pourquoi c'est important? C'est parce que le logement social, c'est de l'abordabilité pour tout le monde que ça garantit. Ça, c'est les recherches le montrent, plus les pourcentages de logements sociaux, véritablement sociaux, là, c'est-à-dire le logement public à 25% du revenu, plus c'est élevé dans une ville ou dans une société, plus l'abordabilité est au rendez-vous. C'est quand même incroyable que dans les villes européennes, les logements sont plus abordables qu'à Montréal avec tout le tourisme qu'il peut y avoir dans ces villes-là, puis la force d'Airbnb. C'est parce que, dans le fond, à la fois, il y a des réglementations de contrôle au loyer qui sont importantes, mais il y a aussi le fait qu'il y a des hauts pourcentages de logements sociaux. Le logement abordable, lui, il n'y a pas d'effet sur l'ensemble du marché. Il fait juste mettre des unités un petit peu plus abordables sur le marché. Et il ne réussit pas à contrôler les prix du marché. Puis ça, je veux dire, je ne suis pas tout seul à le dire, là, c'est des revendications que le FRAPRU depuis des années. Ça, c'est d'un côté pour le logement social, mais on peut rajouter aussi que la Ville aurait des pouvoirs de contrôler les prix aussi. Les villes peuvent le faire. La Ville pourrait instaurer un registre des baux pour qu'au moins on puisse constater de l'inabordabilité des prix des loyers, qu'on puisse être au courant de combien on payait dans un secteur à le prix réel, en fait, pas le prix déclaré par les parties prenantes, en tout cas. Donc, mettre en place des mécanismes qui pourraient limiter les évictions, les hausses abusives de loyers, puis aussi pointer vers des propriétaires qui font des logements, qui font des hausses de logements abusifs de loyers. OK.
Bon, j'ai ma troisième question, mais là, ce que vous venez de me dire, ça me soulève une quatrième question, donc je vais le poser tout de suite. Je croyais que le dernier gouvernement Projet Montréal, a tenté de mettre en place un registre des baux et que ça n'a pas fonctionné car ils n'ont pas pu le rendre obligatoire, c'était seulement volontaire. Bien, c'est Vivre en ville qui l'a mis en place pour eux, pour montrer que c'était faisable. Mais la pérennité d'un outil comme ça serait de le rendre pérenne puis de le rendre obligatoire. Bon, moi, quand des acteurs politiques disent « on ne peut pas faire ça », bien, ça répond à mon autre question qui est une déresponsabilisation. Qu'est-ce que tu peux faire, à la limite, qu'est-ce que tu peux faire pour militer pour que ça se mette en place? Pas dire « ah, ben ça nous appartient pas et on n'a pas le pouvoir de faire ça ». Mais j'ai des pistes pour eux. Dans le fond, les propriétaires paient des taxes municipales. Les taxes municipales sont basées sur des évaluations foncières à l'intérieur desquelles on a chacune des unités et on pourrait demander aux propriétaires de déclarer le prix des loyers pour chacune des unités pour ajuster la valeur foncière. Parce que plus les prix sont élevés, plus évidemment la valeur d'un immeuble va être élevée, mais aussi les logements inoccupés augmentent la valeur des immeubles. Parce que quand tu vends ton immeuble, tu as le contrôle sur le prix des loyers par la suite. Donc, je pense qu'il fut une époque où l'évaluation municipale, ça comprenait des visites à domicile dans lesquelles on allait voir, est-ce que c'est vrai que... Est-ce que l'immeuble correspond à la valeur marchande en essayant de voir si le cadre bâti était soit de qualité ou... On a arrêté de faire ça en se basant juste sur le travail des évaluateurs agréés, mais on l'a déjà fait. On est capable de faire des inspections, on est capable de faire des demandes ou à minimum de questionner les propriétaires sur... on le fait par exemple quand ils font des travaux. Si je fais des travaux dans ma maison, le service de l'évaluation municipale va m'appeler pour savoir quel type de travaux j'ai fait pour pouvoir ajuster l'évaluation en conséquence en cours de période d'établissement de la valeur foncière. Donc, il y a des choses qui pourraient être faites. Et je refuse que quelqu'un dise on n'a pas les pouvoirs pour le faire. C'est en attendant, est-ce que tu manques d'imagination, donc, comme politicien? Okay. C'est ça aussi, c'est qu'on manque... Il me semble qu'il y a un manque d'imagination quand on répond « je peux pas le faire ». D'accord. OK. Et comme on a déjà fait allusion, tout cela, c'est dans un contexte de déresponsabilisation du fédéral, du provincial, dans la construction de logements sociaux. Pourquoi cette déresponsabilisation? Pourquoi ne construit-on plus de logements sociaux? Bien, il y a eu une mauvaise presse qui a été faite des logements sociaux dans les années 80, parce que dans les années 80 et les années 90, il y a eu un désinvestissement, dans le fond, par rapport aux logements sociaux. Puis dans des endroits qui étaient considérés comme des hauts lieux de ces logements sociaux-là. Comme ici, aujourd'hui, on est aux habitations Jeanne-Mance. Dans les années 90, c'était considéré comme une espèce de ghetto de pauvres, problématique, avec des hauts taux de criminalité. Mais c'est parce qu'il y avait un sous-investissement de cette solution-là. Donc, il y avait une mauvaise presse autour de ça, comme si c'était pas la bonne solution, parce que ça déresponsabilisait les locataires par rapport à leur milieu de vie. C'était le récit qu'on avait. Or, les gens qui vivent en logement social, ils ont plus de contrôle sur leur milieu de vie parce qu'il y a des comités démocratiques de résidents qui permettent d'avoir ce qu'on a ici maintenant aux habitations Jeanne-Mance. Ça a permis d'avoir de l'intervention, des milieux de vie qui sont plus accueillants. Mais il y avait ce discours-là qui était présent. Mais aussi, c'est que le logement social, ça c'est une hypothèse, hein? Je ne suis pas dans la tête nécessairement des candidats, mais puis des urbanistes qui proposent le tout marché, là, mais en même temps, c'est que la ville, elle attire ses revenus de la valeur foncière. Et les logements sociaux dans une ville, ça limite la valeur foncière des immeubles. Donc, ce qu'ils veulent, c'est justement beaucoup d'unités du marché pour faire augmenter la valeur, ce qui augmente leurs revenus, parce que c'est la principale source de revenus, c'est les impôts fonciers. Et donc, le logement social, si on prend par exemple Blue Bonnets, puis on fait juste du logement social dans cet endroit-là, on va nous dire « Ah, ça va être un ghetto de pauvres, puis en plus,
la valeur au pied carré va rester la même qu'aujourd'hui. Alors que si tu t'insères du privé là-dedans, la valeur foncière va augmenter, puis la ville va tirer des taxes de cet endroit-là. Ça ne sera pas juste une dépense. Mais donc, c'est totalement juste pécunier et financier comme logique. L'autre argument qu'ils nous donnent, c'est que cet argent-là devrait venir du gouvernement fédéral puis du gouvernement provincial. Mais bon, Transition Montréal le dit bien dans sa plateforme, même s'ils ne disent pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec, mais le régime foncier permet de surtaxer certaines unités de luxe ou des logements vacants ou des immeubles qui seraient vacants ou même des terrains vacants. Donc, si on a des manières d'aller chercher des nouveaux revenus, puis qu'on va soutirer, on est capable d'aller chercher des centaines, peut-être 100 millions de dollars, bien déjà, c'est un bon fonds pour commencer à faire du logement social ou à la limite acheter des immeubles avec des unités déjà existantes, pas obligé d'en construire nécessairement, mais retirer véritablement des unités du marché. OK. Donc, c'est ça. Je pense qu'ils le font pas aussi parce que ils s'attendent à ce que les autres niveaux de gouvernement s'en occupent. Mais si la ville ne s'occupe pas de logement, je veux dire, je me demande qui va s'en occuper. Dans les années 70, là, les maires des grandes villes canadiennes, puis le maire de Montréal, avec tous les défauts qu'il avait, mais il allait chercher des budgets pour avoir du logement social. Donc, il a réussi à le faire. Dans le fond, ça faisait partie de ses revendications d'avoir cet espace-là ici. D'accord. Bon, c'est toutes mes questions. Merci beaucoup. Merci à toi.